Qu'est-ce qui rend une œuvre belle? C'est une question qu'on s'est tous posée un jour. On dit d'un film qu'il est magnifique, d'un jeu qu'il est sublime, ou qu'un tableau est incroyablement beau. Mais pourquoi? Est-ce la lumière, la composition, les couleurs peut-être, l'émotion qu'elle dégage, ou juste un ressenti qu'on ne peut pas expliquer? On a tous vécu ce moment où une image nous arrête net. Ça peut être un paysage dans un jeu, un plan de cinéma, une peinture ou une sculpture, quelque chose qui nous touche profondément, presque instinctivement. Et en même temps, ce qui est beau pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Mais alors d'où ça vient? Est-ce que ça vient de notre culture, de notre vécu peut-être? Ou est-ce qu'il existe des règles universelles du beau? Dans cette vidéo, on va explorer tout ça, ce qui nous émeut et nous émerveille, et pourquoi certaines œuvres nous marquent plus que d'autres, parfois à vie. Mais avant tout, qu'est-ce que le beau? Le beau peut paraître évident, presque naturel. On a l'impression de le reconnaître instantanément, sans effort. Et pourtant, c'est un concept incroyablement glissant. Depuis l'Antiquité, on essaie de mettre des mots dessus, de comprendre ce qui, dans une œuvre, nous attire autant. Est-ce sa forme, sa lumière, son ordre apparent, ou quelque chose de plus diffus peut-être, de plus intime, qu'on aurait du mal à nommer? Très tôt, les Grecs ont tenté d'y répondre. Pour eux, la beauté était avant tout une histoire d'équilibre, des proportions idéales et d'harmonie mathématique entre les formes. On peut le voir dans les statues antiques, dans les visages sculptés selon des canons précis, chez Polyclète notamment, mais aussi dans l'architecture des temples, où chaque colonne, chaque espace, chaque vide répond à une logique géométrique. Pour les Grecs, le beau n'était pas subjectif, c'était une organisation parfaite du réel, un monde mis en ordre, rendu lisible et compréhensible. La beauté était rassurante parce qu'elle donnait un sens au monde. Et même si on ne s'en rend pas toujours compte, cette vision nous parle encore aujourd'hui. Quand on regarde un plan de Skyfall ou un environnement de Ghost of Tsushima, on retrouve cette fascination pour la composition juste. L'horizon est précisément placé, les lignes guident naturellement le regard, les masses sont équilibrées, tout a l'air placé de manière consciente. Mais on ne se dit pas consciemment, ce plan est beau parce qu'il respecte une règle, mais on le ressent. Parce que notre œil et notre cerveau reconnaissent instinctivement cette forme d'harmonie. Mais très vite, l'histoire de l'art nous a montré que la beauté ne pouvait pas se limiter à l'équilibre. À la Renaissance, puis surtout à l'époque baroque, les artistes cherchent autre chose. Ils commencent à introduire de la tension. Chez Michel-Ange, les corps sont puissants, musclés, trop musclés. Les poses sont instables et chargées d'énergie. Le beau n'est plus calme et statique, il devient vivant. Puis arrive le Caravage, et avec lui une lumière brutale, un clair-obscur violent, presque agressif. La lumière n'enveloppe plus le réel, elle le découpe. Elle surgit comme une lame dans l'obscurité. Cette lumière crée du contraste, du drame et du relief. Elle attire l'œil là où il faut regarder, et surtout, elle charge l'image d'une intensité émotionnelle nouvelle. Et cette approche du beau, plus tendue, plus contrastée, on la retrouve encore aujourd'hui. Dans Hades par exemple, les couleurs sont saturées, presque excessives. Les contrastes sont forts, tout est pensé pour créer une énergie constante et brûlante. Dans Deus Ex Human Revolution,
La palette dorée et noire donne une impression presque sacrée à l'image. Un monde rigide mais maîtrisé, où la beauté naît précisément de cette stylisation extrême. Et dans Red Dead 2, la lumière rasante rappelle directement les peintures de Rembrandt. Un visage partiellement plongé dans l'ombre, un paysage éclairé par le soleil bas, et soudain, un moment banal devient presque intemporel. Mais il existe une autre forme de fascination, une beauté qui ne cherche ni l'harmonie, ni même l'intensité classique. Une beauté du trouble, une beauté née de l'étrangeté. Silent Hill, Elden Ring ou Matrix, ce sont des œuvres qui dérangent, ou qui nous ont dérangés, parce qu'elles nous montrent quelque chose qui ne nous est pas familier. Un monde qui ne fonctionne pas tout à fait comme le nôtre. Les formes sont instables, les repères brouillés, les couleurs, les architectures, les sons eux-mêmes semblent décalés. Et pourtant, on reste captivé. Et pourquoi cela ? Parce que face à l'inconnu, notre cerveau redouble d'attention. Il cherche à comprendre et à donner du sens. Les neurosciences se confirment. Quand on trouve quelque chose de beau, les zones liées au plaisir s'activent, mais aussi celles liées à la concentration et à l'attention. Tout ça pour dire que le beau n'est pas seulement agréable, il est captivant et il nous retient. Il nous arrête parfois net, même quand il nous met mal à l'aise. Et dans le jeu vidéo, cette fascination a un rôle encore plus particulier. Elle sert aussi à guider, structurer l'espace ou orienter le joueur, un chemin éclairé, une zone plus colorée, un élément de décor qui attire l'œil. Sans un mot, sans flèche, le jeu nous parle visuellement. La beauté devient alors un langage, un outil de narration silencieux. Ce n'est plus seulement une image qu'on contemple, mais une interaction et une réaction. La rencontre entre ce que l'on voit et ce que l'on est. Il y a une raison pour laquelle cette vidéo a mis du temps à sortir. Et c'est la philo. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je me suis plongé dedans parce que parler du beau sans passer par là, ce serait comme passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et ce qu'on découvre très vite, c'est qu'il n'y a pas de définition stricte du beau, mais une multitude de points de vue, parfois même contradictoires. Pour Platon par exemple, la beauté n'est jamais seulement ce que l'on voit. Elle est un mouvement intérieur, une forme d'élévation. On commence toujours par quelque chose de concret, un visage, une lumière, une silhouette, une image qui nous touche. Mais ce n'est qu'un point de départ. Et en cherchant à comprendre pourquoi cette chose nous émeut, on s'élève vers une idée plus vaste. L'harmonie, le bien, la justice ou l'ordre du monde. Pour faire moins pompeux, la beauté devient une passerelle entre le sensible et l'intelligible. Et encore moins pompeux, une passerelle entre ce que l'on ressent et ce que l'on comprend. Et quand on contemple un paysage de clair-obscur, un plan silencieux d'Elden Ring, et qu'on se laisse porter par la poésie cyclique d'Outer Wilds, on ressent exactement ça. Ce sentiment de se rapprocher de quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment nommer, et qui dépasse l'image elle-même. Et à l'inverse, d'autres penseurs ont une vision beaucoup plus structurée du beau. Pour eux, la beauté est une affaire d'ordre, de proportion et de structure cohérente. Et cette idée traverse encore profondément les arts visuels d'aujourd'hui. Quand une œuvre nous paraît juste, en l'employant des guillemets, ce n'est pas seulement une question d'émotion, c'est aussi parce que tout semble être à sa place. Les formes dialoguent entre elles, les rythmes sont maîtrisés, et le regard circule naturellement. Et cette beauté-là rassure, donnant le sentiment que le monde tient debout. Mais à partir du XVIIIe siècle,
une autre idée commence à s'imposer. La beauté ne serait pas dans l'objet, mais le regard. Et David Hume, notamment, défend cette vision. Selon lui, le beau n'est jamais totalement objectif. Il dépend de notre sensibilité, notre culture ou nos habitudes visuelles. Le beau devient une expérience personnelle, une rencontre. Ce que je trouve beau, vous ne trouverez peut-être pas beau. Et aucun de nous n'a réellement tort. Et l'histoire de l'art n'est pas avare d'exemples. Des œuvres aujourd'hui admirées ont été rejetées à leur sortie, comme Alien ou Fight Club. On leur reprochait leur froideur, leur abstraction, leur étrangeté. Elles dérangeaient parce qu'elles ne correspondaient pas encore au code esthétique de leur époque. Puis, avec le temps, notre regard a changé, et leur beauté s'est imposée. Dans les approches contemporaines, le beau n'est plus forcément une question de vérité ou de structure. Il devient avant tout émotion. Quelque chose qui se produit en nous avant même qu'on puisse l'analyser. Parfois une douceur, comme dans certaines œuvres de Miyazaki ou chez Pixar. Parfois une mélancolie, comme dans Gris. Parfois une inquiétude sourde, comme dans les mondes de l'autre Miyazaki, celui à l'origine des Souls. Et la beauté n'est plus une réponse, mais une sensation. Un point de contact entre l'œuvre et notre monde intérieur. Si la philosophie nous aide à comprendre ce que peut être la beauté, l'art, lui, nous montre comment elle est fabriquée. Après avoir longuement parlé du pourquoi, on va maintenant parler du comment. Parce qu'une œuvre visuelle, qu'elle soit peinte, filmée, sculptée, ou rendue en temps réel ou en précalculé, n'est presque jamais belle par accident. Elle est pensée, construite, façonnée. Et cette fabrication repose sur un langage précis. Un langage que les artistes manipulent depuis des siècles. La lumière, la couleur, la composition, le mouvement et le style. Et sans surprise, on va commencer avec la lumière. C'est souvent la première chose que l'on ressent, avant même de comprendre ce que l'on regarde. Dans Interstellar, par exemple, la lumière est rarement neutre. Elle raconte le temps qui passe, sculpte les visages, transforme une image en souvenir, et une simple lueur suffit à charger le plan d'émotion. Dans Ghost of Yotei, la lumière fabrique littéralement la beauté. Les halos du soleil filtrent à travers les arbres, les particules flottent dans l'air, les nuages et la brume adoucissent le paysage. Tout est agencé pour évoquer le calme et la contemplation. Combinée à la technique, la lumière devient une émotion. Ensuite vient la couleur, qui n'est jamais simplement décorative. C'est plutôt un code. Dans Gris, chaque palette raconte un état intérieur. La tristesse, la colère, l'espoir. On ne regarde plus les couleurs, on les ressent. Dans Céleste, les variations chromatiques accompagnent l'état mental de Madeleine. La couleur devient alors un prolongement du personnage. Et dans Zootopie, chaque quartier possède sa propre palette, sa propre température émotionnelle. Et c'est de ce code visuel que naît la beauté. Pour ce qui est de la composition maintenant, on peut parler d'outils qui contrôlent notre regard. Dans Shadow of the Colossus, les cadres larges, presque vides, écrasent le héros. La beauté vient du vertige, de notre petitesse face à l'immensité du monde. A l'inverse, dans Shutter Island, les cadrages déstabilisent. Les lignes sont obliques et les espaces semblent fermés. Le beau devient alors inquiétant. Puis il y a le mouvement. Dans Redline, tout est exagéré.
la vitesse, les lignes, les couleurs. On a face à nous une énergie brute. Dans Outer Wilds, le mouvement est lent et cyclique. Les planètes qui gravitent et la boucle temporelle nous incitent à nous poser pour contempler ce monde. Sans oublier le style, le choix d'identité. Une œuvre n'a pas besoin d'être réaliste pour être belle. Elle doit être cohérente avant tout. Death Stranding assume sa froideur. Bloodborne, lui, embrasse son esthétique organique, grotesque et gothique. Et quant à Valheim, de par son style vintage et sa lumière travaillée, devient lui aussi beau. Et ça marche même pour World of Warcraft, parce qu'il impose une identité visuelle claire et reconnaissable depuis plus de 20 ans après sa sortie. Le style est, par définition, la personnalité de l'œuvre. Et puis, il y a encore un truc. L'intention. Pourquoi ce plan? Pourquoi cette lumière? Pourquoi ce silence? Un plan séquence, par exemple, n'est pas beau parce qu'il est complexe à réaliser. Il n'est beau que s'il sert la narration. Pourquoi suis-je plus touché par la famille Miller dans la série Adolescence, tournée en plan séquence, que par Daniel Craig marchant sur un toit en spectre, tourné aussi en plan séquence? La technique crée la forme, et l'intention lui donne une âme. Et quand tout s'aligne, la lumière, la couleur, la composition, le mouvement, le style et l'intention, la beauté apparaît. Si l'art construit la beauté, la société, elle, décide quand elle est reconnue. Parce qu'aucune œuvre n'existe hors de son temps. Aucune image n'arrive dans un vide. Une œuvre naît toujours dans un contexte précis, avec des attentes, des habitudes visuelles ou des sensibilités collectives. Prenons Blade Runner par exemple. À sa sortie, le film divisait profondément. On le trouvait trop sombre, trop lent, trop froid. Son esthétique ne correspondait pas encore aux codes de l'époque, et le public ne savait pas comment l'aborder. Aujourd'hui, le film est devenu une référence esthétique majeure, un modèle pour tout un pan de la science-fiction, au point d'avoir eu droit, des années plus tard, à une suite, qui, sans égaler l'original, reste marquante visuellement. Et dans le jeu vidéo, on retrouve exactement les mêmes phénomènes. À leur sortie, Dark Souls, Bloodborne ou Majora's Mask ont été jugés trop durs, trop sombres ou trop déroutants. Ils allaient à contre-courant de ce qu'on attendait du médium. Pas de confort, pas de héros rassurant, ni de progression évidente. Et aujourd'hui, ces jeux font partie du panthéon du jeu vidéo. Parce qu'ils ont façonné une nouvelle sensibilité. Une esthétique du mystère, de l'effort et du malaise parfois. Et aussi que le regard du public a évolué avec eux. A l'inverse, certaines œuvres arrivent au bon moment, comme Ghost of Tsushima, Breath of the Wild ou le dernier Animal Crossing. Des œuvres qui proposent de la respiration, de la contemplation, du calme. Elles sont arrivées à un moment où beaucoup ressentaient ce besoin, un besoin de lenteur, de nature et d'évasion. Animal Crossing en particulier est devenu un phénomène pendant le Covid, parce qu'il offrait un espace rassurant, des rituels simples, un monde stable quand le réel ne l'était plus. Et ça, ce n'est pas un hasard. Les sciences humaines le montrent bien. Ce que nous trouvons beau n'est pas uniquement une affaire individuelle. C'est aussi une construction sociale,
une valeur partagée façonnée par des images qui circulent, des références communes, et aussi l'époque dans laquelle on vit. Notre perception du beau dépend aussi de ce qui nous a formés visuellement. Quelqu'un qui a grandi avec Disney, Pixar, Ghibli ou Zelda The Wind Waker n'aura pas la même sensibilité qu'une personne marquée par Matrix, Les Seigneurs des Anneaux ou des jeux réalistes des années 2000. Et ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est simplement différent. Parce que notre regard est une mémoire, une accumulation d'images, de formes ou de couleurs qui continue d'agir en nous. A l'inverse, certaines œuvres arrivent trop tôt. Le Godzilla de 1954, par exemple, tentait d'exorciser le traumatisme des bombardements atomiques, survenus 9 ans auparavant. À l'époque, le film est mal accueilli. La métaphore est trop proche, trop douloureuse. Le public n'est pas prêt. Et avec le temps, pourtant, Godzilla devint une œuvre fondatrice, un pilier du cinéma de kaiju. Parce que le regard collectif a changé, et parce que la société a fini par rejoindre l'intention de l'artiste. Et désormais, la notion de beauté circule plus vite que jamais via Internet, les tendances, les fanarts, Twitch, le streaming, etc. Le rétro revient à la mode, avec le low poly, le pixel art, le grain à l'écran, les néons. En fait, la beauté, ce n'est qu'un cycle. Tout se recycle, se transforme et se redéfinit en permanence. Du coup, quand une œuvre nous touche, ce n'est jamais uniquement grâce à sa technique. La beauté n'est jamais l'œuvre de l'artiste seul. C'est une rencontre. Une rencontre entre une œuvre, un moment et la société qui la regarde. Avec le temps, on comprend que la beauté n'est jamais un seul élément, ni seulement une technique, ni seulement une émotion. La beauté est née de la rencontre entre ce que l'artiste veut partager et ce que nous sommes prêts à recevoir. C'est pour ça qu'un plan de film, une scène de jeu ou même un détail visuel peut nous arrêter net. Parce qu'à cet instant précis, quelque chose résonne. Et ça suffit pour laisser une trace. Le beau, c'est ce moment de connexion fragile, intime, entre une œuvre et son spectateur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire ou un pouce en l'air. Je propose aussi des live Twitch en semaine, donc n'hésitez pas à passer. Vous trouverez mes liens en description et sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et à très vite.